C'est avec Antoine Robin, bonsoir. Enfin, bonsoir. Bonsoir. On parle des cyclones. Alors oui. La question, qu'est-ce qu'un cyclone en soi? Je vous réponds. J'allais vous le demander. Voilà. Faut se poser les bonnes questions déjà de base. Qu'est-ce qu'un cyclone? Un cyclone, ça naît dans l'Atlantique, dans l'océan Atlantique. Un typhon, ça naît dans le Pacifique. Non, attendez. Cyclone, c'est le... Oh là là. Cyclone, c'est le terme français. Cyclone, c'est le terme... Non, pas ça. Cyclone, ça naît dans le... je vais m'y retrouver. Attendez, mes notes, elles sont pas bien. Oui. Alors, cyclone, c'est ce qu'il y a dans l'Atlantique. Non. L'Atlantique Nord. L'Atlantique Nord-Est, proche des côtes européennes. Proche des côtes européennes. Oui, proche des côtes européennes. Ouragan, c'est ce qu'il y a plutôt Atlantique Nord, mais proche des côtes américaines. Et typhon, c'est ce qu'il y a dans le Pacifique. Je me suis même encore gouré. Non, pardonnez-moi. Si, c'est ça. Cyclone, c'est dans l'océan Indien. Le cyclone, c'est dans l'océan Indien. Je me suis trompé. Alors qu'un ouragan, c'est dans l'océan Atlantique. Mais en tout cas, c'est le même phénomène. C'est le même phénomène partout, mais c'est juste des termes par rapport à la géographie. Alors, juste vite fait, c'est pas que de la géographie, c'est aussi une question de langue, parce que cyclone, c'est un mot français. En revanche, ouragan, c'est un mot américain, hurricane, et typhon, c'est un mot japonais, typhoon. Ouais. Juste pour. Voilà. Pour dire mais justement, l'océan cyclone dans l'océan Indien, parce que les Philippines françaises, voilà, c'est la première fois qu'on a vu. Ça a été français, mais ça a aussi été néerlandais. Oui, mais c'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel. Mais disons qu'on a retenu cyclone. Donc, petite question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui se passe quand ce phénomène se crée entre le Pacifique et l'océan Indien? Ça fait un siphon. Petite blague, bon, voilà. Mis à part ça, comment se crée alors cyclone, ouragan, typhon, ces mêmes phénomènes? Alors, il faut savoir que c'est à des saisons bien particulières quand l'eau a été chauffée pendant une longue période. Donc, c'est-à-dire dans le nord, fin de l'été. Dans le nord, c'est à la fin de l'été, début automne, comme on peut le constater aujourd'hui. Voilà, c'est maintenant. Et dans le sud, c'est l'inverse, c'est fin hiver, début printemps. Enfin, pour notre hiver, c'est la fin de leur été. C'est la fin de leur été. Mais ils appellent ça hiver aussi, parce qu'on s'est mis, c'est une convention partout. Selon les mois, hiver ou été. Voilà. Alors, comment cela se produit? C'est simple. L'eau qui a été chauffée pendant un bon bout de temps, disons sur une cinquantaine de mètres, c'est à peu près ça. Sur une cinquantaine de mètres, l'eau a été chauffée à température constante. On parle de la profondeur. De la profondeur, là. Sur une cinquantaine de mètres de profondeur, voilà, l'eau a été chauffée et à peu près une température de 26 degrés, 26, 27 degrés. Vous me suivez là, jusque-là? Pas très compliqué de me suivre. Sauf qu'à 50 mètres de profondeur, la pression n'est pas la même. Donc, l'eau a besoin d'être moins chauffée pour se transformer en vapeur. Donc, ce qui fait que on a de la vapeur d'eau qui se crée. La vapeur d'eau, c'est chaud. Je vous apprends rien jusque-là. C'est 100 degrés normalement, non? Ah ouais, à peu de choses près. Ça remonte dans l'atmosphère, ça crée un courant d'air chaud qui remonte jusqu'à 13-14 000 mètres d'altitude. Le temps que ça refroidisse, ça se met à pleuvoir et ça crée un mouvement cyclique comme ça, sans arrêt, parce que l'eau ne peut pas être refroidie comme ça d'un seul coup. Donc, elle continue à envoyer de la vapeur d'eau. Et la vapeur d'eau qui monte se condense, crée de la pluie. Et hop, on a un mouvement cyclique qui se crée. Donc ça, c'est ascendance-descendant. C'est le mouvement qui se crée, premièrement. Ça, c'est au niveau de l'œil, donc. Voilà, ça, c'est au niveau de l'œil. Enfin, en périphérie de l'œil. Oui. C'est ce qui se crée. Nous avons ce beau mouvement qui se crée. Et il faut savoir que après, la rotation est due à la rotation de la Terre. La rotation des cyclones, c'est dû à ça. Donc, en d'autres termes, il faut que l'eau soit plutôt chaude et que l'on ait des pluies qui commencent à apparaître incessantes. Vous me suivez jusque-là? J'ai perdu personne? Donc, ce qui fait qu'il se crée une zone de dépression et d'anticyclone très très proches l'une de l'autre. Ce qui fait que voilà, on commence à avoir des vents, des orages qui se créent, car entre une masse d'air chaude et une masse d'air froide, quand ça se rencontre, on a des orages. Je vous apprends rien. Et après, suivant la grandeur du cyclone, se crée
le mouvement de rotation qui crée les vents. Et ensuite, nous avons le cyclone, l'ouragan que nous connaissons, qui sont divisés en plusieurs classes. Alors, c'est-à-dire que la masse d'air chaud et la masse d'air froid vont tourner l'une autour de l'autre. Voilà, exactement. Merci de compléter un peu ce que j'ai fait. Non, mais c'est aussi moi qui essaie de comprendre pour moi aussi. Voilà. Alors, après, nous avons plusieurs catégories. Nous avons les ouragans aux cyclones de catégorie 1. Alors, la catégorie 1, qu'est-ce que c'est? C'est la moins forte. C'est la moins forte, bien évidemment, qui va de 110 km/h jusqu'à 150 km/h, les vents. Donc, à ce niveau-là, on a des légers dégâts matériels, des arbres qui ont été pliés, des poteaux électriques qui ont été pliés, des toitures de maison légèrement abîmées, celles qui étaient plus anciennes. C'est à peu près tout. Ça équivaut à ce Alors, qu'on a. précisons quand même qu'en dessous de catégorie 1, c'est plus un ouragan, C'est une tempête. c'est une tempête. Voilà. Ça équivaut à peu près. On a eu ça au bord des côtes françaises en 99. Un petit ouragan de catégorie 1 sur une plutôt qui se transformait en tempête quand ça arrivait. Ensuite, nous avons la catégorie 2 qui va de 150 à 200 km/h. Les vents sont à peu près comme ça. Donc, à ce niveau-là, nous avons des dégâts un petit peu plus importants que des arbres pliés et des poteaux pliés. Nous avons des tuiles qui s'en vont, des matériaux de construction qui sont posés en vrac, qui commencent à s'envoler. Ne pas promener son petit chien à ce niveau-là, sinon ça risque de faire mal. On fait rentrer les vaches et tout le tralala parce que sinon ça va faire mal aussi. Et voilà, ça reste encore assez gentil, j'ai envie de dire. Ensuite, nous passons à catégorie 3. Donc, au-delà de 210 km/h, pour être plus exact. Au-delà de 210 km/h, jusqu'à un peu plus de 250, on est à 265 à peu près. Et oui, on est en catégorie 3 jusque-là. Donc, après la catégorie 3, les eaux remontent. Avec le vent, forcément, on a de l'eau qui remonte. Jusqu'à peu près 5-6 mètres au-dessus du niveau de la mer. Bien entendu, les toitures sont arrachées. Alors, catégorie 4, alors là, accrochez-vous le slip. On dépasse les 260 km/h. On n'est pas bien. Autant dire que la barre en fer à laquelle vous tenez depuis le début, elle va pas tenir. Non, je me suis trompé quelque part? Oui. Alors, les catégories selon l'échelle de Saffir-Simpson. Saffir-Simpson, oui. Donc, qui est l'échelle utilisée par à peu près toutes les agences météorologiques. Je me suis trompé. Voilà. Catégorie 1, on est d'accord, c'est 118 jusqu'à 153 km/h. D'accord, on est d'accord jusque-là. Catégorie 2, 154 à 177 km/h. C'est pas 180? 177. 177. Catégorie 3, 178 à 209 km/h. Catégorie 4, 210 à 249. Et au-delà de 250, c'est catégorie 5. Voilà, bon, j'ai fait. Mais on est sur des. Voilà. Merci de l'avoir précisé, j'avais mal pris mes notes. Donc ça, c'est les chiffres qui sont donnés par Météo France. Ça, c'est les chiffres de Météo France. Après, ils ne sont pas exactement pareils partout parce que c'était des chiffres plutôt proches de celles des États-Unis. Donc, oui, mais c'est la même échelle. C'est la même échelle, mais vu que c'est du miles par heure qu'on transforme en kilomètre-heure, j'ai dû me tromper quelque part, moi. Dans une conversion. Voilà, j'ai dû me tromper dans les conversions. Ça c'est ma faute. Après, je refasse mes calculs. Comme quoi, redoubler, ça fait pas de mal. Et donc, bon, voilà, Raphaël a bien entendu décrit les catégories, enfin, donné les vitesses de catégorie. Donc, quand on passe au-delà de la catégorie 5, on a dépassé les 250 km/h. C'est bien là où je m'étais dit qu'il y avait un problème. À ce niveau-là, autant dire que vous devez fuir les côtes le plus vite possible, au moins de 16 km. Vous devez vous retrouver en continent à une vingtaine de kilomètres. Voilà, on pourra arrondir vraiment grosso merdo. Si vous êtes à une vingtaine de kilomètres des côtes, normalement, ça doit bien se passer. À moins que vous ayez vraiment pas de bol. Mais après, au petit bonheur la chance. Et disons que si vous abandonnez votre maison, n'espérez pas revenir et la revoir. Alors là, elle aura été totalement arrachée. Avec les fondations, si ça se trouve, on n'est jamais sûr de rien. Alors après, qu'est-ce se passe-t-il après
comment... Je vous ai raconté comment cela se crée. Ça se crée dans l'océan, ça tourne, ça devient de plus en plus puissant. Mais est-ce increvable? Eh ben non, ça crève, ce bordel. Et ça crève où? Sur les continents. Et bah voilà, parce qu'il n'y a plus d'eau pour les nourrir. Alors, pourquoi des ouragans peuvent disparaître justement en mer? Typiquement, l'ouragan Maria qui remonte au nord, qui s'éloigne en même temps des côtes américaines, devrait se retrouver d'ici 2 jours en catégorie 1 et ensuite disparaître. Pourquoi justement un ouragan peut-il disparaître en mer? Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Il fallait une masse d'eau, enfin une profondeur d'eau d'à peu près 50 mètres qui a été chauffée à peu près 26-27 Celsius, hein, je parle bien. Oui, oui, on est d'accord. Fahrenheit, ça fait pas grand-chose. Ça fait froid. C'est Hein. moins de 0. Voilà. Donc, si ça remonte vers le nord, vous vous doutez bien que l'eau n'est pas aussi chaude qu'au sud. Qu'au sud de l'hémisphère nord, bien entendu. Suivez-moi. Hein. C'est important. Oui. Donc là, ça remonte au nord de l'Amérique, à peu de choses près. Or, les eaux au nord de l'Amérique, vous serez d'accord, il fait pas... C'est moins chaud. Oui. C'est moins chaud. On préfère éviter de s'y baigner. Hein, Moi, je veux pas y tremper le petit doigt de pied, quoi. Pour l'instant, là, on arrive à la fin de l'été, ça fait un peu frisqué. On est d'accord. Eh ben, le cycle ascendant-descendant de l'eau est arrêté naturellement. Donc, c'est pour ça que l'ouragan ralentit. Voilà pourquoi un ouragan peut aussi périr en mer. Car s'il remonte vers le nord, il va forcément... Ou descend vers le sud si c'est dans l'hémisphère sud. Ou descend vers le sud, près des pôles. S'il se rapproche des pôles, il va forcément refroidir et donc retrouver un cycle normal, qui est plus celui de cyclone, mais qui est celui de tempête, voire pluie, quoi. Ben merci, c'était très clair. Bah, merci beaucoup, Antoine Robin, c'était le Zoom. Ah bah, le voilà. Zoom revient le mois prochain. Je pense que ce sera pas vous là. Ah bon? J'ai pas été assez